chercheur à l'université de Brest Occidental. Donc Brest Occidental, c'est l'université de Brest. Et donc, vous m'entendez là? Oui. Il faut que je parle plus près du micro. Okay. Donc notre intervention, elle porte sur la construction de l'expérience en analyse de pratique. Et ce dont il va être question, c'est d'un programme d'ergonomie des situations de formation. Donc c'est ce qui nous anime. On va vous présenter dans cette intervention, elle va se faire à deux voix. Je vais faire une première partie pour poser un petit peu le cadre, et ensuite on alternera la prise de parole pour vous présenter à la fois des résultats de recherche, mais également des résultats relatifs à la conception justement de situations de formation. Alors, l'analyse de l'activité humaine au sein des situations de formation professionnelle, donc c'est ce qui nous préoccupe. Alors, on a deux orientations. Une première orientation qui est une orientation de recherche, où il s'agit de comprendre les phénomènes et les processus impliqués dans la construction de l'expérience, et notamment comment les gens apprennent dans ces situations de formation. Donc, je contextualiserai tout à l'heure mon propos. Et puis, une autre orientation qui s'articule, mais à un temps différent, qui est là, qui répondrait, pour le dire rapidement, à l'utilité sociale de la recherche, qui est aider à la conception de nouvelles situations à partir notamment, mais pas seulement, du repérage des éléments qui ont encouragé l'apprentissage des formés, des apprenants. Alors vous voyez que ces deux orientations, qui sont donc menées dans des temps différents, mais qui sont bien articulées, s'inscrivent dans un travail collaboratif entre des chercheurs, en l'occurrence André Zedler et moi-même, mais aussi d'autres personnes, des formateurs qui sont impliqués dans cette formation à partir de situations de formation professionnelle, et évidemment des apprenants qui acceptent, dans le cas présent, sur une année de formation, des étudiants de master, de collaborer à ce travail qui donc vise des enjeux scientifiques et de formation. Alors, analyser sa pratique, c'est-à-dire que ce qu'on attend, ce qu'on projette, l'intention, l'ambition de ce travail, c'est d'aider à professionnaliser ces étudiants de master, et notamment les amener à proposer ou à construire des interprétations de situations professionnelles qui ne sont pas forcément les leurs, mais qui sont, comme tout à l'heure Serge l'a dit, amenés à vivre dans un futur plus ou moins proche. Donc il s'agit de définir des situations complexes, être capable de les définir, de les comprendre, avec dans un second temps de construire ce qu'on appelle comme étant un pouvoir d'agir en relation avec cette interprétation. Parce qu'on voit que parfois il y a une interprétation qui est assez juste, assez pertinente de la situation, mais ils n'ont pas forcément, ils ne sont pas en capacité d'agir au regard de cette interprétation. Donc les objectifs dans le cadre de la formation à l'université en situation d'analyse de pratique, c'est de devenir, alors pour le dire rapidement, un praticien réflexif, c'est-à-dire les amener à construire des compétences ou une compétence d'analyste sur des situations professionnelles dans leur champ, dans leur métier. L'autre objectif, c'est de se former, et c'est un des piliers, me semble-t-il, de ces analyses de pratique, qui sont maintenant bien repérées, bien connues, c'est qu'on peut continuer d'apprendre en dehors de son travail, en dehors de l'action. Donc on ne produit rien, mais on continue de se construire, de se transformer, et ça c'est ce qui est un des fondements, par exemple, de la didactique professionnelle, pour ceux qui pourraient connaître ce champ. Donc les principes de ce dispositif, c'est de faire de l'analyse de l'activité, dans des situations professionnelles, l'objet d'analyse. Donc on part de l'activité, c'est une entrée-activité. C'est faire la pratique de la réflexion. Donc c'est amener les étudiants à construire des raisonnements pratiques sur ces moments d'analyse d'activité professionnelle. Et c'est également la réflexion donc, à partir de situations professionnelles typiques, c'est-à-dire des situations qui sont repérées comme récurrentes dans l'exercice du métier. Alors, pour contextualiser nos propos, l'observatoire, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'observatoire, c'est l'ensemble des données qu'on recueille et qu'on analyse sur cette situation. Là, la situation de formation qui nous intéresse, c'est une situation d'analyse de situation professionnelle d'enseignement, donc avec des étudiants de master métier de l'enseignement et enseignement de l'éducation physique.
Et ce dispositif, donc cette situation, elle est construite de la façon suivante. Donc c'est ce que j'appelle l'idée, oui, évidemment, c'est de décrire les phénomènes et les processus d'apprentissage au sein d'un collectif. C'est-à-dire comment on apprend avec les autres, par les autres, et parfois peut-être contre les autres, je ne sais pas. C'est les résultats qui pourront nous le dire. Et ce dispositif qui nous intéresse, il est fondé, comme tout à l'heure, sur des enregistrements, des traces audiovisuelles de l'activité. Alors comme ça se passe sur une année, il y a une première partie de l'année, c'est des traces audiovisuelles de la pratique d'un autre, donc pas quelqu'un qui est impliqué dans la formation, ce qui renvoie à l'allo-confrontation que Serge a évoqué tout à l'heure. Et la deuxième partie de l'année, celle qui est donc l'objet de l'analyse, ce sont des étudiants qui, de manière contractualisée, apportent des traces audiovisuelles selon un cahier des charges qui est défini entre les formateurs et les formés. Alors ce qui nous intéresse du point de vue de la recherche, c'est de comprendre l'activité collective, alors du point de vue des formés, comment ils vivent ce moment de formation, et l'activité du formateur, c'est-à-dire, même chose, comment il vit ce moment collectif. Alors, pour accéder à l'activité des formés et du formateur, on s'appuie sur, évidemment, des vidéos, des traces audiovisuelles de l'activité, ce que j'ai appelé la face observable, les comportements, les communications qui sont enregistrés par l'intermédiaire de dispositifs audiovisuels. Et puis on a une autre dimension qui nous intéresse et qui a été évoquée à 2 reprises, hein, c'est la phase subjective, c'est le point de vue de l'acteur, comment il vit ce moment, et ça c'est accessible moyennant des conditions matérielles, sociales, culturelles, à travers des entretiens post-activité qui sont souvent appelés entretiens d'autoconfrontation. Donc l'objectif de ces analyses, à partir de ces points de vue individuels pour comprendre l'activité collective, c'est d'identifier des configurations collectives qui seraient facilitantes ou non pour la transformation de l'activité des formés et donc leur apprentissage. Donc on va maintenant vous proposer 3 résultats qui sont 3 configurations qu'on a pu repérer. Et on va donc les présenter du point de vue des formés, du formateur, en proposant une interprétation. Et dans une 3e diapositive, on vous proposera des pistes en termes de conception. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces résultats dans la perspective d'améliorer, de faire en sorte que cette situation de formation soit plus efficiente. Donc je vais laisser la parole à André Zedler pour présenter cette première configuration. Voilà, donc voilà, on va donc vous présenter cette première configuration. Donc peut-être pour vous situer les idées, donc on est dans une situation là où les étudiants ramènent donc des vidéos de leur propre activité professionnelle. Hein. Les traces qu'ils ramènent, c'est leur activité. Et ils la livrent aux autres. Donc ça veut dire que, je vais passer rapidement cette diapo et vous montrer, voilà. Alors là, c'est plutôt le débriefing qui s'ensuit, mais sur cet écran-là, ils vidéoscoper leur propre activité et montrer aux yeux des pairs. Donc ça veut dire évidemment que c'est un engagement affectif et social très fort, ce qui veut dire qu'il y a une contractualisation en amont qui est importante. Voilà, et donc on a repéré une première configuration quand les étudiants montrent la vidéo à leur père. Et au départ, ce qu'on a repéré, c'est que on assiste à ce qu'on a appelé une divergence des engagements. Alors la divergence des engagements, c'est quoi? C'est l'idée que, au fond, entre l'activité des étudiants et l'activité du formateur, il y a un gros hiatus. On n'est pas du tout dans les mêmes objectifs, on n'est pas du tout dans le même monde. Et ce qu'on a mis en rouge, c'est un petit peu l'engagement des formateurs. Et ce que voudraient faire les formateurs, c'est faire identifier aux étudiants les problèmes de la situation, les problèmes dans ce qu'ils ont de typique, c'est-à-dire de régulier, les problèmes qui reviennent, qui sont fondamentaux, qui structurent l'activité professionnelle, et pas les problèmes de la personne. Les problèmes de la situation, qui sont posés par la situation, et pas les problèmes de la personne. Et la difficulté que l'on a, systématiquement, c'est que les étudiants, eux, sont dans une logique où ils essaient de découvrir et d'évaluer la pratique du père.
Est-ce que ce qu'il fait c'est bien, ce qu'il fait c'est pas bien? Et on verra comment il le fait et pourquoi il le fait. Et c'est pas la même chose. Et donc on a dans cette première configuration d'autres éléments qui sont que l'identification des difficultés de l'apprenant, ça c'est ce qu'essaient de faire les étudiants en bleu, hein. Ça s'oppose à évidemment étudier la difficulté de la situation professionnelle. Et donc ça amène l'enseignant, le formateur, à essayer de faire repérer les difficultés. Non, je me trompe. C'est l'inverse. Là, on s'est trompé de couleur. Alors là, j'ai un petit piège. Donc, c'est bien l'étudiant qui essaie de repérer les difficultés dans les traces de l'activité visionnée. Voilà. Alors, donc la configuration, vous l'avez vu. Et donc l'interprétation du résultat, c'est que les étudiants, là, sont dans une posture évaluative, car ils repèrent les indices de la situation en référence à ce qu'eux, ils auraient fait. Ils comparent. Ils se disent, bah là, la personne fait ça. Hein, c'est l'immersion mimétique dont parle souvent Serge. Ben moi, à sa place, j'aurais plutôt fait ça. Et ils nous disent, oui, il fait ça, mais en fait, moi, je pense qu'il aurait fallu faire ça. Oui, mais pourquoi? Est-ce que ça aurait été mieux? On peut tous avoir d'autres idées. Et à partir de ça, c'est une impasse, parce qu'on n'a aucun point de vue sur ce qui serait bien, qu'on viendrait de faire ou pas, et c'est extrêmement difficile. Et là, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y avait une crise interprétative de la part du formateur, c'est-à-dire que grosso modo, le formateur à ce moment-là est souvent en difficulté pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des étudiants et savoir en fait comment les faire évoluer. On est exactement dans la même configuration que ce que nous a présenté Pascal, en disant ben voilà, là j'ai un décalage et comment je peux m'y prendre pour faire évoluer ces étudiants. Et on a une première phase où voilà, on n'est pas sur le même mode de fonctionnement. Et ce hiatus, il existe quasiment systématiquement et quasiment à chaque séance, on est obligé de revenir un peu. Alors il se réduit de plus en plus vite, mais à chaque fois, on a l'impression que ça se reproduit un peu de la même manière, quoi, au moins avec certains étudiants. Voilà. Et donc, au niveau de la conception de la formation, on s'est dit qu'au fond, ce qu'on pouvait essayer de faire pour sortir de cette phase assez vite, de cette première configuration, bon, évidemment, c'était contractualiser la relation formative, mais à chaque fois la recontractualiser, c'est-à-dire pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on essaie de faire ensemble. Et à chaque fois, on est obligé de revenir sur ce point-là de façon assez forte. Et ce qu'on essaie de faire ensemble, c'est faire identifier les problèmes posés dans la situation, les problèmes dans ce qu'ils ont de typique, et non pas essayer de voir ce que moi j'aurais fait à sa place. Enfin, évidemment, c'est voir ce que j'aurais fait à sa place, mais en essayant de comprendre ce qui se joue dans la situation intégrant aussi ce que la personne, elle, a voulu faire. Donc, ça veut dire qu'il va falloir amener une logique d'empathie et de décentration pour que les étudiants ne soient plus centrés sur leur propre activité à la place de l'autre, mais comprendre ce que l'autre a voulu faire et des problèmes auxquels il est en but, et donc les problèmes auxquels moi je pourrais être en but aussi dans le même type de situation. Et c'est une opération qui évidemment est assez différente et qui est assez subtile pour leur faire comprendre, mais tout à fait fondamentale de notre posture, parce qu'elle renvoie à des conceptions d'information qui ne sont pas prescriptives, comme l'avait montré Serge dans son tableau, hein, mais qui sont dans l'ordre de la compréhension des situations. Et donc l'idée, c'est de trouver des indices significatifs communs. Alors la stratégie, c'est de dire, bon, qu'est-ce qu'on peut observer dans cette situation, qu'est-ce qu'on peut repérer qui est important, qu'on peut voir, qui est essentiel. Et c'est souvent, quand on a repéré des choses qui nous paraissaient importantes à tous, que là, du coup, on peut s'engager dans une logique de problématisation, d'empathie, de comprendre ce qui se passe, pour imaginer d'autres solutions que simplement projeter les siennes, comme dans une logique évaluative. Il ne fait pas ce que je fais, donc c'est nul. Bon, pour faire simple, quoi. Donc, il faudrait faire autre chose. Et là, on essaie de comprendre la situation. Voilà. Donc ça, c'est sa première configuration. Je vais repasser là. On fait un devoir. Hein. Vous voyez, c'est un numéro duettiste. Donc, configuration 2. On essaie de faire évoluer la situation vers cette configuration 2 en situation de formation. Alors, ce que met en évidence l'analyse longitudinale, vous l'avez compris, donc on a une première configuration qui est une configuration de début d'analyste, et elle va évoluer, puisque cette configuration, elle est dynamique, hein, les articulations évoluent, notamment de par la transformation de l'engagement des personnes impliquées, donc les engagements déformés et de l'apprenant. Et ce qui est intéressant, on repère une deuxième configuration où on va vers une convergence des engagements
dans une activité d'analyse-conseil. C'est-à-dire que le moteur quand même de cette transformation de configuration ou de convergence, ça reste le formateur. Et alors on reviendra peut-être tout à l'heure dans les discussions, mais l'activité des formés, elle est outillée, c'est-à-dire qu'ils ont une grille qui a été construite sur une année ou deux et stabilisée selon des catégories, des entrées possibles, pour les amener à partir de la dimension contextualisée jusqu'au générique. Bon, on reviendra peut-être dessus. Donc, le formateur qui apparaît dans cette configuration, il est pris entre deux préoccupations. C'est les laisser se débrouiller avec cette vidéo, leur donner du temps pour l'analyser, pour essayer d'en faire quelque chose, ou encourager, prescrire une opération en relation avec la grille, en leur disant qu'ils finalement choisissent peut-être ce qui peut leur convenir. Alors les étudiants, quand on regarde leur activité dans cette configuration, on voit qu'ils ont des activités très différentes. C'est-à-dire que chacun finalement va se mettre en activité avec cette activité conseil. Alors souvent, vous devriez conseiller la personne qui a la vidéo en devenant, entre guillemets, son tuteur ou conseiller pédagogique. Donc, ils vont rentrer dans la grille en étant sur les solutions, plutôt sur des hypothèses, donc, plusieurs possibilités. Et un certain nombre d'étudiants enclenchent une activité qui a été un petit peu pointée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre en activité en relation avec un intérêt pratique qui vont identifier, par exemple, la présentation lors d'un regroupement collectif. Il y a une illustration là qui est assez intéressante, où l'étudiante explique qu'elle a toujours une difficulté à regrouper les élèves et puis perdre la dynamique collective, où c'est des élèves qui sont assez turbulents, et que le moment de présentation des équipes, ça lui pose une vraie difficulté. Alors ça peut paraître assez basique, mais elle a repéré dans la vidéo que le stagiaire avait déjà accroché la composition des équipes sur un tableau qui était fermé, et que du coup les élèves, contrairement à son cours, n'étaient pas happés par l'attente de la composition des équipes, la négociation de qui est avec qui. Donc au dernier moment, elle a repéré cette bonne idée pour elle d'afficher les équipes, mais au moment uniquement de regagner les terrains. Donc voilà cette convergence d'engagement progressif vers on dépasse l'anecdotique. Alors c'est supporté, comme vous le voyez, par un étudiant qui est installé au bureau ici et qui a une fiche qu'il remplit au regard de l'activité qui est déployée, où on va prendre les différents points de vue et essayer de compléter une fiche d'analyse du cas, ce qui permet à chacun de pouvoir s'exprimer et aussi de rendre visible la manière dont chacun perçoit ce cas. Alors, ce qui est intéressant quand on regarde avec un peu de distance cette activité, c'est que cette convergence, ça va amener les étudiants, par l'intermédiaire du formateur, à les obliger à mettre en relation des opérations qui n'étaient pas forcément associées. Par exemple, ils s'intéressent au point de vue de l'acteur, puisqu'ils y ont accès, et puis d'autres sont sur les solutions. Et l'idée, ça va être de progressivement les amener à ne pas uniquement travailler sur les solutions ou s'intéresser au point de vue de l'acteur, mais associer différentes opérations pour essayer d'approfondir cette analyse. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, ce que disait Pascal dans sa présentation, c'est que le formateur, il est dans un dilemme où il est entre aide ou prothèse, ou quel dosage de l'aide, pour ne pas faire à la place, parce que les étudiants finalement souvent sont en attente qu'on leur délivre l'interprétation de la situation, et comment soutenir l'activité pour que se construisent de nouvelles interprétations, le repérage de nouveaux indices signifiants. Et donc on voit dans un groupe d'une quinzaine ou une vingtaine d'étudiants, comme c'est le cas dans ce terrain d'études, on observe des décrochages des formés, c'est-à-dire que certains attendent assez passivement que les choses se fassent. Donc il y a une volonté du formateur de lutter contre ce décrochage et que la parole soit monopolisée par quelques étudiants.
Donc la convergence des engagements, c'est aussi, et notamment à travers la grille qui est projetée, c'est qu'on doit, à l'issue de cette analyse, aller vers une construction partagée de l'interprétation de la question professionnelle qui est posée dans cette situation, une question professionnelle qui n'est pas forcément liée à une difficulté de l'intervenant. C'est-à-dire qu'elle peut être très bien résolue, elle peut, donc c'est souvent d'ailleurs plus difficile pour eux quand ils sont dans une situation où, d'ailleurs ils le disent, mais tout va bien, il n'y a rien à dire. D'accord ? Donc ils ne viennent même pas sur les savoirs qui sont en jeu dans cette situation. Donc, en termes de conception, ce qui semble intéressant, c'est que sans l'idée d'infléchir, de modifier l'engagement et les préoccupations dans l'action des formés, elle passe, ce qui semble avoir des incidences positives en tous les cas, c'est de leur prescrire un rôle social. On va leur dire, voilà, on va finaliser l'activité d'analyse, c'est pas de l'analyse pour de l'analyse, c'est on la finalise parce que certains ne sont pas en stage ou ne voient pas forcément le lien avec une pratique professionnelle. Donc, donc cette activité qui devient finalisée, ça va leur permettre d'être plus sur une approche compréhensive et de bien rentrer par l'activité et pas uniquement par des opérations intellectuelles qui seraient prescrites par la grille. Et ça, je trouve que, en tous les cas, ça semble assez intéressant et ayant des incidences positives. Enfin, l'autorisation de rentrer dans la grille selon différentes modalités, c'est-à-dire qu'à partir d'une vidéo de cette grille, on peut très bien rentrer par les solutions et pas uniquement par ce qui nous a surpris, interpellé dans la vidéo, parce que c'est assez contradictoire avec les principes qui nous organisent qui organisent les formateurs et qui participent à ce travail, de dire que finalement on essaye de laisser une certaine... On considère la forme collective comme autonome et l'activité comme autonome. C'est eux qui... On les incite à trouver des solutions, à trouver des éléments significatifs, à problématiser. L'autre point qui semble important dans la conception, c'est résoudre le problème tout à l'heure du décrochage, du fait que certains étudiants ont tout de suite pigé, ont un niveau, une capacité d'interprétation, d'analyse, parce qu'ils ont plus de vécu, parce que voilà, ils font tout de suite des liens avec des concepts, etc. C'est de passer par des phases d'analyse en petits groupes où justement on va, par la connaissance qu'on a des étudiants, les amener à développer des formes d'interaction entre eux, sous forme de tutelle, d'entraide, pour que chacun progresse, et à la fois dans l'accompagnement mais aussi dans sa propre interprétation. Je repasse. Alors, donc à partir de ce premier engagement et puis donc cette première mise en activité des étudiants, où ils arrivent à rentrer dans l'analyse des difficultés, de la situation posée par la situation et non pas les difficultés de la personne, on peut arriver à une troisième configuration quand ça se passe bien. Et dans cette troisième configuration, on a une convergence des engagements dans l'activité collective d'analyse. Et cette convergence, elle est basée sur l'identification d'une problématique professionnelle. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dépasser bon là c'était bien, là c'était pas bien, finalement on est confronté à quel problème fondamental que moi aussi j'ai tout le temps, parce que quand je fais le travail, j'ai forcément des problèmes à résoudre. Alors pour vous donner un exemple peut-être de ça, dans la dernière séquence par exemple, on a identifié, une étudiante a remarqué que sur la vidéo, une des élèves par exemple refusait l'aide du professeur, donc l'étudiant qui montrait son activité, et elle lui disait non mais là je veux continuer à faire cette situation qui était beaucoup trop difficile pour elle. Alors ça c'est quelque chose qu'on va peut-être retrouver souvent, et l'interprétation qu'on en a fait, elle était multiple. On peut imaginer que cette élève par exemple refuse l'aide parce qu'elle se sent très compétente, ou au contraire qu'elle se sent tellement incompétente qu'elle se met dans une situation d'auto-handicap qui est bien repérée par les psychologues scolaires, enfin les psychologues, et donc qui vise à se mettre en situation difficile, impossible à résoudre, mais en tentant quelque chose de très difficile, en disant mais de toute façon je n'y arrive pas, mais je fais un truc qui est tellement dur que c'est normal, quoi. Et donc pour sauver sa face aux yeux des autres. Et conclusion, ça veut dire qu'on est dans deux situations totalement opposées, donc les solutions évidemment à l'interaction du prof avec cet élève va être diamétralement opposée, suivant l'interprétation que l'on pose sur la situation.
Et donc, ce qu'on voit toujours, par contre, c'est que, et les étudiants nous le disent, c'est qu'il y a un phénomène de raccrochage, il y a un phénomène de communauté qui va se produire à partir de l'identification d'une problématique qui dépasse la singularité du cas. C'est-à-dire que c'est plus la situation, cet élève ou ce prof qui est en cause, mais quelque chose qui est transversal et qui va nous être imposé à partir du moment où on fait ce métier, où on fait ce travail. Et du coup, là, il peut y avoir une implication des personnes. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'on a effectivement une implication des personnes parce que les personnes font des liens avec leur propre activité, même si la situation ne ressemble pas à celle qui est à l'écran. Parce que le programme professionnel, il va dépasser la forme de la situation. Donc on a une transférabilité qui va être beaucoup plus forte. Alors ça, on voit ça dans nos données, on voit un raccrochage des étudiants. Donc ça valide bien hein, l'intention des profs qui était d'aller sur la construction du programme professionnel et pas l'analyse de l'évaluation de la pratique d'un tel ou un tel, qui a finalement assez peu d'intérêt en formation au fond. Alors la difficulté qu'on a, voilà, c'est de montrer la typicité de la situation et de faire établir le lien, hein, la liaison entre la problématisation et puis les nouvelles pistes d'intervention. Mais bon, ça se fait plutôt assez facilement, du coup. Le problème étant d'arriver à cette problématisation. Voilà. Donc, voilà, je viens d'en parler. Donc, l'idée, c'est bien de dépasser l'anecdotique du cas pour aller sur ce qui est transversal et ce qui est récurrent en termes de problèmes analysés. Et donc, au niveau des conceptions de formation, on a quelques points qui nous guident, du coup, enfin, qu'on essaie de mettre en œuvre. Et l'idée, ça serait d'étayer l'activité interprétative à partir d'un questionnement. Hein. La difficulté aussi, ce qui est important, c'est de valoriser les différentes analyses individuelles, même quand elles nous semblent pas très pertinentes. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où un étudiant nous donne une analyse, si on la discrédite tout de suite, ben, l'étudiant évidemment se retranche et puis ça veut dire qu'on a déjà une analyse préétablie de l'activité. Alors évidemment, ça les amène à se désengager en attendant la bonne solution. Donc à chaque fois, c'est renvoyer au collectif l'analyse qui est faite par un des membres. Et ça nous amène à une configuration de formation qu'on peut regarder, qu'on peut repérer spatialement, où le formateur est ici, et vous voyez, il se place en fait, par exemple, spontanément, au même rang que les étudiants, parce qu'il marque le changement de statut social ou de position sociale dans ce moment-là. Parce que s'il a une position prédéterminante, ben on n'est pas du tout dans le modèle d'analyse collective, qui est, elle, formatrice. Et ça passe par aussi autre chose, c'est une écriture collective du cas, c'est-à-dire que tout ce qui est dit, on demande un consensus, s'il n'y a pas de consensus, on marque les différentes opinions, mais en tout cas, il y a une écriture collective de l'analyse du cas et des solutions qui sont proposées dans la grille, hein, cette fameuse grille qu'on donne, et qui est partagée collectivement. Voilà. Et donc, en fait, je vais terminer là-dessus, donc en conclusion, l'idée c'était de dire... On voit qu'il y a une évolution longitudinale de ces configurations. Hein, grosso modo, on passe de la configuration 1 à configuration 2, configuration 3 à peu près. Mais sachant qu'il y a des retours en arrière, ça bouge, c'est jamais déterminé complètement. Et à chaque fois, ce qui est troublant, c'est qu'on a l'impression de remettre le métier. Chaque fois, on redémarre un peu de la configuration 1. En tout cas, avec certains étudiants, et ça nous a énormément troublé parce qu'on avait l'impression que ça allait être linéaire. Une fois qu'ils avaient compris une fois, ils allaient reproduire. Et à chaque fois, on est obligé de réamorcer la pompe. Alors évidemment, ça va plus vite. Certains étudiants sont spontanément beaucoup plus vite dans les troisièmes configurations, mais on voit que c'est pas du tout linéaire et qu'il faut à chaque fois soutenir cette activité. Voilà. Et donc, par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une construction progressive d'une communauté de pratique. C'est-à-dire que les étudiants aiment bien retrouver les mêmes personnes et changent très peu les groupes parce qu'ils ont besoin d'une confiance, hein, se montrer aux autres, savoir à quelle sauce on va être mangé. Et ils attendent des autres une implication de plus en plus forte. La petite anecdote dernièrement, c'est que celui qui était à l'écran, hein, qui notait les remarques, à la fin de l'analyse, dans le dos du formateur, il marque « Jonathan a été transparent aujourd'hui comme sur le terrain ». Donc il repère bien que quand quelqu'un n'intervient pas, il le pointe bien en disant hey, « t'as rien foutu aujourd'hui, tu remplis pas implicitement un contrat qui est de collaboration ». Donc on voit que progressivement se construit une communauté de pratique par cette redondance, mais
et qui demande par contre une maîtrise organisationnelle et méthodologique qui est en cours de constitution et qui est beaucoup plus difficile qu'on ne le supposait au départ. Passer d'une logique évaluative à une logique de problématisation des situations, c'est un enjeu pour nous de formation fondamental, mais c'est difficile. Par contre, ça vaut vraiment le coup parce que on pense que c'est comme ça qu'on va professionnaliser nos étudiants. Voilà. Je vous remercie. Belle conclusion.